Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. La chevaucheuse des Valkyries. Wagner, le groupe Wagner. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce groupe Wagner, depuis 48 heures? On avait entendu parler de Bakhmout, on savait. Wagner, on le sait en Afrique, on le sait un peu partout, ce groupe, allez, appelons-le pudiquement de prestataires de services, certains disent milices, d'autres disent mercenaires, etc. Et puis tout d'un coup, pendant 48 heures, c'était le coup d'État, la destruction, Poutine à Saint-Pétersbourg, il fonçait vers Moscou, enfin c'était ça. C'était, allez, le putsch d'Alger, c'était les parachutistes, mais alors version, attention, internationale. Et pour en parler, et pour voir les conséquences, nous sommes avec deux personnes qui connaissent la musique, que nous avons déjà reçues. Jacques Beau, bonjour Jacques Beau. Bonjour. Bonjour. Et ex-membre des renseignements stratégiques, je rappelle qu'il a participé à des programmes pour l'OTAN en Ukraine en 2014 et 2017, et il a écrit Poutine, le maître du jeu, l'opération Z, l'Ukraine, entre guerre et paix, c'est le cas de le dire, aux éditions Max Milo. On vous a reçu à plusieurs reprises, Jacques Beau est toujours avec plaisir. Xavier Moreau, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes historien, vous êtes analyste politico-stratégique. Alors, Jacques Beau, il est en Belgique, Xavier Moreau est à Moscou. Vous avez écrit Ukraine, le livre noir de la gauche française, et Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Alors, je voudrais vous demander à tous les deux, au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut aujourd'hui, avec un peu de recul, quelques heures de recul, faire le bilan, en tout cas un premier bilan, hein, soyons toujours prudents. Alors moi j'ai des questions très précises à vous poser, à Jacques Beau et à Xavier Moreau. Alors je commence par Jacques Beau. Alors, Jacques Beau, est-ce que Poutine savait, 48 heures à l'avance, ce qu'allait faire Prigojine, et en tout cas ce qu'allait tenter Prigojine? Est-ce que la CIA savait? Parce que tout est sorti. Oui, c'est un coup d'État. Oui, Prigojine a été payé par la CIA. Et puis on a vu quand même, on va pas raconter tout le déroulé, il a été partout. On a vu qu'effectivement Poutine a soigneusement évité de prononcer le nom du Prigojine, le patron, enfin le patron, l'homme de Wagner, le fondateur de Wagner. Il a effectivement, et on sait que donc ils se sont retirés, ils ont fait demi-tour. Jusqu'où ils sont allés, parce qu'on racontait qu'ils étaient à 200 km de Moscou alors qu'ils étaient à Rostov-sur-le-Don. Et puis on sait qu'aujourd'hui, enfin on suppute qu'aujourd'hui Prigojine est en Biélorussie et dit-on à 100 km de Kiev. Alors paradoxe ou pas. Alors Jacques Beau, qu'est-ce qui s'est passé? Si on peut résumer. Alors, tout d'abord, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir à la bataille de Bakhmout. Oui. La bataille de Bakhmout n'avait pas pour objectif de prendre la ville, mais de détruire l'ennemi qui était à l'intérieur. C'est ce qu'avait dit le général Surovikin le 18 octobre de l'année passée. On n'avance plus, on fait plus les grandes opérations, mais on attend l'ennemi qui avance et on le détruit. Et ils ont pris comme, on pourrait dire, exemple de cette stratégie, et c'est d'ailleurs exactement ce qu'avait compris le New York Times dans son édition du 27 novembre, où il dit « Bakhmout est le trou noir dans lequel Kiev va perdre ses troupes ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ils ont donné 6 mois à Wagner. Pourquoi Wagner? Parce que l'opération de Bakhmout est une opération de guerre urbaine, de combat urbain, qui est un peu sui generis, qui ne demande pas beaucoup de coordination avec le reste des forces armées, et ça allait très bien pour cette force-là. Et ils ont donné 6 mois, fin octobre, fin avril. Et c'est ce qui s'est passé. Et pendant 6 mois, Bakhmout a fait son travail. Wagner a fait son travail, oui. Le gouvernement, enfin le ministère de la Défense a dit, voilà, très bien, mission accomplie, au revoir. Le problème, c'est que Bakhmout n'était pas totalement conquise, parce que le but n'était pas de conquérir la ville, mais de détruire l'ennemi. Le problème, c'est que dans une ville, quand vous voulez détruire l'ennemi, vous êtes obligé de passer de maison en maison, et finalement, ça revient un peu au même. Mais il restait quelques bâtiments, et c'est là où Prigojine a commencé à vociférer contre le ministère de la Défense. Et notez bien, pas contre Poutine, mais contre Gerasimov et Shoigu. Et Shoigu, le ministre de la Défense, oui. Parce que, évidemment, quand le contrat s'est terminé, ils lui ont coupé l'artillerie, tout simplement. Ils ont dit, voilà, la mission est terminée, on vous retire, on met à la place des troupes parachutistes ou d'autres, et vous vous retirez. Et c'est là qu'il y a eu ce psychodrame du début mai de cette année, qui a conduit à une extension du contrat
pour Wagner, qui s'est étendu jusqu'au 21 mai. D'accord. Et Wagner a ainsi terminé le travail, si vous voulez, de destruction de l'ennemi, mais en même temps, il a pris Bakhmout. Et c'est la fameuse prise de Bakhmout qui, d'ailleurs, à ma connaissance, n'a pas été encore reconnue totalement par les autorités de Kiev. Mais bon, ça c'est un détail. Et parallèlement, ce qui s'est passé, c'est que les Russes ont très bien compris que dans les enjeux actuels de cette contre-offensive ukrainienne, qui d'ailleurs ne semble pas apporter tous les espoirs pour le moment, mais vous pouvez difficilement intégrer une entreprise privée dans une opération militaire conduite par une armée, si vous voulez. Très difficile à intégrer pour différentes raisons, techniques, mais aussi légales, aussi fonctionnelles. Donc, ils ont décidé de retirer complètement Wagner et lui donner d'autres missions. Ils ont même d'ailleurs décidé de dissoudre l'unité. Il y a eu des discussions, mais là, probablement, Xavier Moreau pourra donner plus de détails, parce que moi, j'ai entendu que des rumeurs, mais ce sont probablement que des rumeurs, sur l'éventuelle réintégration de Wagner sous la forme d'une légion étrangère ou quelque chose comme ça. Pour moi, ça reste à ce stade des rumeurs, mais voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il s'agissait de démanteler Wagner et de la réintégrer sous une autre manière dans les forces russes. Et ça devait être fait le 23 juin. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi Prigojine a commencé de nouveau à fustiger le chef d'état-major Gerasimov et le ministre de la Défense, parce que évidemment, il essaye de défendre son entreprise et il fait ce que fait n'importe quelle entreprise même en France, entre la place de la Nation et la place de la Bastille, c'est-à-dire que quand on veut dissoudre votre entreprise, vous descendez dans la rue et vous faites une marche. Vous voulez dire que c'est un drôle de défilé ségétiste de Prigojine? On pourrait dire ça. Évidemment, le problème, c'est que quand vous avez des hommes en armes avec des véhicules blindés, des choses comme ça, ça pose d'autres problématiques. Et c'est évidemment la raison pour laquelle la Russie, ou plutôt le gouvernement, est intervenu. Mais notez qu'à aucun moment, on a remis, Prigojine a dit qu'il voulait renverser le gouvernement. À aucun moment, on a dit qu'on voulait supprimer ou retirer Gerasimov ou Shoigu, qui sont responsables de l'idée du démantèlement de Wagner, mais c'est l'unique raison pour laquelle Prigojine, même si lui serait plus va-t-en-guerre, il est un peu, il serait à la limite opposé à la stratégie de Sourovikine de défendre les positions actuelles et d'être plus offensif. D'accord. Mais voilà en gros le schéma. Donc voilà le schéma. Alors Jacques Beau, on va vous redonner la parole, mais justement, je voudrais donc m'adresser à Xavier Moreau. En fait, ce serait donc, je dis selon Jacques Beau, entre autres, une volonté de dire, écoutez, Wagner, vous avez fait le boulot, vous avez d'autres boulots à faire, et Prigojine, et même on va peut-être dissoudre, en tout cas, le groupe. Comment vous voyez en fait l'origine de tout ça? Parce que c'est allé loin quand même. Il y a eu une espèce de soulèvement. Alors il y a eu Rostov, mais vous étiez là-bas. Vous êtes en Russie. Comment vous voyez la chose là, ce qui s'est passé? Xavier Moreau. Il faut voir que l'arrivée des compagnies militaires privées, Wagner était la plus grande et la plus puissante des compagnies militaires privées. Mais c'était pas la seule. Je me suis rendu à quelques occasions dans le Donbass et j'ai pu rencontrer des volontaires. J'en ai rencontré aucun de Wagner en fait, mais j'ai rencontré des volontaires dans d'autres compagnies militaires privées. Il faut voir que ça répondait à une nécessité pour l'État russe et qu'officiellement, l'État russe n'est jamais intervenu dans le Donbass. Mais évidemment, il y a eu énormément de volontaires et de militaires russes qui sont allés se battre à partir de 2014. Et tout ça devait être organisé, payé. Donc vous avez toute une série de compagnies militaires privées qui ont été déployées. Et c'était, on va dire, une nécessité parce que quand vous voulez intervenir sur un territoire et que vous voulez pas que ce soit officiel, vous faites, tout le monde le fait, les États-Unis le font, la France le fait. Vous avez des compagnies militaires privées. Or, ça, ce qui est acceptable à l'époque où effectivement les républiques autoproclamées ne faisaient pas partie de la Russie, maintenant c'est inacceptable pour un État de droit qui se tient. Et donc il fallait à terme, comme l'a très bien expliqué le colonel Beau, mettre un terme à cette situation qui n'est pas normale. Encore une fois, je pense que Wagner a de beaux jours devant soi en Afrique ou en Syrie ou ailleurs,
En revanche, sur le territoire russe, évidemment que ça devait cesser. Et vous avez fait un parallèle dans votre introduction avec le putsch d'Alger. J'ai vu que Régis de Castelnau l'a fait aussi, et je l'ai fait aussi d'ailleurs le matin de l'opération, en disant ça finira comme le putsch des généraux pour 2 raisons. La première raison, c'est que il n'y a pas de projet politique, enfin, en tout cas pas sérieux, et la deuxième raison, c'est que ce qu'attendait Prigojine, c'était un soutien de Vladimir Poutine. De la même manière que les généraux attendaient un minimum de considération de la part du général de Gaulle, qu'ils n'ont pas obtenu. Et à partir du moment où Vladimir Poutine a dit que c'était une trahison, sans nommer effectivement Prigojine, c'était la fin. C'était la fin, c'était terminé de la même manière que le putsch des généraux, même s'il a duré encore 4 jours. Une fois que le général de Gaulle a désigné le carteron de généraux, c'était terminé. Voilà. Donc on est effectivement dans cette configuration-là, et il faut voir que donc pour revenir sur ce que disait le colonel Beau, ce qu'a demandé le ministère de la Défense aux unités donc de volontaires, aux compagnies militaires privées, c'est-à-dire de s'intégrer dans l'armée russe, toutes les autres compagnies militaires privées l'ont accepté. Le seul qui n'a pas accepté, c'est Prigojine, parce qu'il était puissant. Et je pense qu'il y a Xavier Moreau, excusez-moi, est-ce qu'on a des faits? Est-ce que d'abord, il y a eu vraiment prise d'armes, destruction d'hélicoptères russes par Wagner? Et est-ce que, première question, et seconde question, est-ce que les 3/4 de Wagner ont prêté allégeance, enfin ont accepté d'intégrer à la défense russe, enfin l'armée russe? Écoutez, sur les destructions de matériel, pour l'instant, moi, je n'ai eu aucune confirmation, et j'attends les déclarations du ministère de la Défense. D'accord. Mais généralement, quand il se passe quelque chose, comme sur le front, comme ailleurs, avec le ministère de la Défense russe, il faut attendre 3 jours. Parce qu'eux-mêmes vérifient que ce soit bien passé. Donc, en tout cas, ça ne s'est pas fait sans heurts, quoi qu'il arrive. Le goût reste amer, même si Vladimir Poutine et son administration s'en sont bien sortis. En revanche, on peut dire que l'affaire a été liquidée. Enfin, si vous voulez, la répression de Vladimir Poutine a été beaucoup moins dure vis-à-vis d'une rébellion armée que celle des Gilets jaunes en 2018, si vous me permettez ce parallèle un peu osé. Parallèle osé, audacieux, mais pourquoi pas. Non, juste un mot. Et à votre avis, alors par rapport à tout ce qui s'est entendu, on en reparlera avec vous, par rapport au torrent de commentaires, mais ça c'est normal en 48 heures, est-ce que ça a permis à Poutine aussi de démanteler un certain nombre de gens qui dysfonctionnaient, pour employer ce mot, cette litote, ou pas? Écoutez, moi j'ai pas l'impression. La cible, c'était effectivement le ministre de la Défense, Shoigu, et le chef d'état-major, Gerasimov. Mais aujourd'hui, ce matin, on avait montré les images de Shoigu qui se rendait sur le commandement du front ouest. Donc ça veut dire qu'il est toujours aux commandes et qu'il sera pas remplacé. En plus, bon, en tant qu'observateur, alors je peux me tromper, mais pour moi, Shoigu fait de l'excellent travail. Et Gerasimov aussi. La stratégie qui a été très bien expliquée par le colonel Beau à l'instant, elle donne des résultats extraordinaires. Enfin, vous avez un magazine allemand, Engelstadt, qui vient de publier une photo en couverture du magazine où on voit un Léopard 2 qui s'écrase sur un mur. Et c'est la manière d'illustrer le résultat de l'offensive ukrainienne pour l'instant. Pour l'instant, oui, absolument. Donc il y a absolument aucune raison de remplacer Shoigu et Gerasimov. Je pense que non. Je pense que, pour finir, Prigojine est un homme des années 90, c'est-à-dire un homme d'une époque où vous aviez des conseillers obscurs autour du président Yeltsin, notamment Berezovsky, qui pouvaient choisir et démettre des ministres, comme ça a été le cas par exemple de l'excellent Primakov, qui a été démis de ses fonctions par Berezovsky en fait. Et je pense que Prigojine se serait bien vu, en plus c'est un homme de Saint-Pétersbourg, se serait bien vu dans ce rôle vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine, lui, est un pur homme d'État, comme pouvaient l'être les généraux de Gaulle. Je pense qu'il y a souvent des comparaisons qui sont faites entre les deux hommes, et je pense que c'est tout à fait justifié. Et donc, c'était pour lui inacceptable, et il a mis un holà samedi. Et dernière question, voilà, mais on va rester ensemble, et que je poserai aussi à Jacques Beau. Est-ce que vous savez, ou vous ne savez pas, on ne sait pas, est-ce qu'il est vraiment en Biélorussie, à 100 km de Kiev, comme on l'a annoncé un peu partout? C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Donc, je pense pas qu'il aurait dit ça s'il n'en était pas certain. Je pense que Loukachenko, donc le président biélorusse, avec lequel il était proche, lui a offert une porte de sortie honorable. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que Poutine est un homme de compromis. Faut jamais oublier qu'il a pardonné à Erdogan qui avait détruit un Sukhoi 24 russe en 2015 en Syrie. Il a pardonné au nom de la raison d'État à Erdogan. Donc, pragmatique. Voilà.
Voilà, donc c'est quelqu'un qui est en fait un homme de compromis, contrairement à l'image qu'on peut donner de lui en Occident. Alors, Jacques Beau, par rapport à tout cela, parce qu'on a dit, oui, vous aussi, vous voyez ça comme une espèce de... Enfin, la comparaison avec le putsch d'Alger, évidemment, elle est ce qu'elle est, comparaison n'est pas raison, et puis surtout sur les conséquences, Jacques Beau, comment vous voyez la situation ? Non, alors je pense personnellement que ces deux situations ne sont pas du tout comparables, parce que au putsch d'Alger, il y avait une idée, même si les plans étaient un peu fumeux, il y avait l'idée quand même de travailler dans l'intérêt de la France, si vous me passez l'expression, à tort ou à raison. Hein. Non, bien sûr. Alors que là, on est dans une affaire purement, on est dans le business. Prigojine, il défend pas la Russie ou ce que vous voulez, il défend son business, il défend son entreprise. Et son intérêt, il est strictement personnel et financier. Je vous rappelle que Prigojine n'est ni politicien, ni militaire, c'est un homme d'affaires qui s'est montré et exhibé à plusieurs reprises avec une tenue camouflée à Bakhmout, etc. Certainement un homme qui aime bien être proche de ses hommes et très populaire comme ça, avec certains charismes. Et puis il a un peu, Jacques Beau, il a un peu, mais Wagner est partout. Wagner est en Afrique. Enfin, c'est une entreprise. Sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Oui, alors, n'est-ce pas, mais il y a deux choses différentes. Oui. Le fait d'avoir une compagnie, une unité dans une formation militaire, dont l'avantage qu'ont les Russes par rapport aux Ukrainiens dans cette guerre, c'est qu'ils ont une force qui est totalement intégrée. Ouais. Alors que les Ukrainiens ont une espèce d'armée de patchwork qui malheureusement est à la source de leurs problèmes aujourd'hui. Et avoir un corps étranger dans une armée, dans un cadre opérationnel, opératif en particulier, eh bien, c'est un problème. C'est un problème de coordination, c'est un problème de communication, c'est un problème de maintien du secret. Il y a 20 000 problèmes qui se... Donc, le fait que Wagner ait été impliqué dans les combats en Ukraine, ça, c'est un problème très spécifique. La place d'une compagnie militaire sécurité privée, comme l'a dit Monsieur Moreau tout à l'heure, c'est en fait sur les théâtres extérieurs où ces unités peuvent avoir des fonctions de conseil, de sécurité, etc. Même d'ailleurs, ça peut aller très loin. Moi, quand j'étais à Kaboul, l'ambassade américaine était gardée par des Fidjiens. Et les Marines faisaient la sécurité à l'intérieur du bâtiment. Mais donc voilà, ça c'est le rôle d'une compagnie de sécurité privée. Donc ça continuera et Wagner continuera à avoir ses activités en Afrique ou ailleurs. Oui, d'accord. Jacques Beau, juste, on va continuer à en parler, mais juste comme ça, alors je schématise évidemment un peu beaucoup, mais est-ce que c'est ce qui s'est passé pendant le week-end, beaucoup de bruit pour rien ou quand même beaucoup de bruit pour quelque chose ? Alors évidemment, il y a eu des implications. D'abord, une implication, c'est que ça a conforté un petit peu l'idée de certains occidentaux que la contre-offensive ou la menace d'une contre-offensive ukrainienne allait déclencher une panique, allait déclencher des mouvements à l'intérieur de la Russie, etc. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on a entendu sur la plupart des médias, si pas tous les médias d'ailleurs, qui se réjouissaient de l'instabilité qui avait été créée, qu'ils attribuent naturellement à cette contre-offensive. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses distinctes. Et en fait, si on analyse bien les choses, je pense que le pouvoir russe en ressortira finalement renforcé. Parce que, d'abord, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de soutien populaire à cette action de Prigojine. Il n'y a pas eu de mouvement à l'intérieur de la Russie, alors que manifestement les Russes étaient très bien informés de ce qui se passait, et que par ailleurs, comme ça a été relevé, la situation a été finalement résolue en souplesse. Et par conséquent, je pense que c'était d'ailleurs le but de Vladimir Poutine, de ne pas entrer dans une situation confrontationnelle avec... parce qu'il faut savoir, comme on l'a dit et comme l'a répété d'ailleurs Monsieur Moreau, Vladimir Poutine n'est pas un extrémiste, c'est plutôt un modéré. Oui, pragmatique. Prigojine, lui, je l'ai évoqué tout à l'heure, il n'est pas en opposition radicale avec le général Sourovikine, qui est le commandant en chef des forces russes
en Ukraine. Néanmoins, il serait favorable à comme d'ailleurs beaucoup de radicaux, si j'ose dire, russes, serait beaucoup plus favorable à des opérations beaucoup plus offensives contre l'Ukraine, et non pas seulement défensives. Et là, on s'aperçoit qu'en réalité, Vladimir Poutine a fait en sorte d'éviter de chatouiller ou de titiller les uns et les autres, de façon à trouver une solution qui soit oui, qui sauve la face, qui sauve les faces un peu. Oui. Détail d'ailleurs, parce que quand il a parlé dans son discours, il a parlé de trahison. Mais quand vous regardez les attendus de l'acte d'accusation, enfin il y a eu une mise en accusation de Prigojine. En réalité, ils n'ont pas choisi l'article du code pénal qui concerne la trahison, mais celle qui concerne l'article 279 qui concerne l'insurrection armée. Ce qui signifie que le discours a été le discours, parce que pour Vladimir Poutine, c'est une trahison au sens intérieur du terme, au sens politique du terme, mais au sens pénal, on a voulu calmer le jeu, on fait une insurrection armée. Arrondir les angles. Messieurs, restez avec nous, on va se retrouver juste pour encore quelques minutes après les informations. À tout de suite avec Xavier Moreau et avec Jacques. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et donc avec Jacques Beau et Xavier Moreau, nous analysons, vous savez, depuis déjà une demi-heure, ce qui s'est passé et ce qui risque de se passer maintenant. Xavier Moreau, vous êtes à Moscou. Je veux savoir un peu, depuis 48 heures, les gens que vous connaissez, à part les gens qui vous aiment, comment réagissent-ils? Ils suivent évidemment, comme tout le monde, j'imagine, l'actualité, mais au fond, la perception, c'est quoi en ce moment? C'était un peu de l'incrédulité, j'ai senti donc samedi lorsque ça s'est passé, et puis le soulagement à la fin de la journée. Mais bon, alors moi j'étais dans la banlieue de Moscou parce que j'étais à un mariage et c'était pas vraiment le sujet en fait. J'ai l'impression que les Russes n'y ont pas vraiment cru. Et comme ça a été très bien encore une fois dit tout à l'heure par le colonel Beau, le soutien populaire à Vladimir Poutine a été total. Et c'est pour ça que même si cette opération laisse un goût amer, faut pas le cacher, dans la population, eh bien, ça a prouvé que Vladimir Poutine bénéficie, comme le montrent tous les sondages, d'un soutien massif de la population. Alors ici, on a dit, ici et ailleurs, on a dit oui, mais regardez, la population n'est pas descendue dans la rue pour soutenir Vladimir Poutine, mais il n'y a pas eu quand même de grands moments, même à Rostov, c'est discuté, et on a dit aussi, vous savez, notamment Emmanuel Macron, que ça a fait ressortir des failles, effectivement, des grandes failles, peut-être pas dans la société, mais en tout cas dans le gouvernement, en tout cas dans le système. Or, apparemment, ça ne s'est pas senti, d'après vous, Xavier Moreau. Non, parce que déjà, c'est les autorités qui ont demandé de pas sortir dans la rue. Par exemple, c'était une journée de fête, je sais plus laquelle, à Moscou, et tout ce qui avait été prévu a été décalé d'une semaine. Donc on a demandé aux gens de pas se rassembler en masse au cas où. Mais par exemple, vous pouviez sortir de Moscou, rentrer dans Moscou. Moi, je suis rentré dimanche matin à 10h. Il y avait un espèce de petit checkpoint à l'entrée qui a été d'ailleurs levé depuis, qui ralentissait un peu l'arrivée, mais on se sentait pas. Enfin, encore une fois, il y avait pas un climat de guerre ou de coup d'État ou de quoi que ce soit. Pas du tout, là-dessus. Ça a été les Russes étaient vraiment plutôt sereins, et aujourd'hui, bon, je vois chez mes voisins, ils parlent déjà d'autre chose. Donc la priorité est revenue à ce qui se passe sur le fond. Oui, c'est important. Merci Xavier Moreau. Jacques Beau, juste à un moment donné, on a dit, alors encore une fois les médias, mais parlons-en puisque ça a été dit un peu sur tous les tons, sur tous les temps, qu'on disait que Prigojine et Wagner, en tout cas une partie des troupes de Wagner, avaient quitté Rostov sur le Don pour foncer sur Moscou. Mais à ma connaissance, corrigez-moi si je me trompe, Rostov-sur-le-Don se trouve à 1200 km de Moscou. Oui, c'est évidemment un long trajet. C'est possible qu'ils aient entamé cette marche parce que c'était probablement le but. J'ai vu quelques images, mais pour être tout à fait sincère, je n'ai pas fait l'analyse de ces images qui n'étaient pas très intéressantes à mon sens.
Et la question qui serait à se poser, parce qu'il a dit qu'il avait 25 000 hommes, mais les images que j'ai vues et que beaucoup d'autres analystes ont vues ne montrent guère plus que quelques milliers d'hommes, mais probablement on est plus autour de 2000, voire éventuellement 4000 que 25 000. Pour conquérir le pouvoir, ça me paraît un peu mince, enfin, je ne sais pas. Mais le but n'a jamais été de conquérir le pouvoir. Ce n'est pas un coup. C'est là où on joue un peu sur les termes, mais un coup a comme objectif de renverser un gouvernement, de remplacer un gouvernement. Alors ici, on n'a jamais été dans ce modèle-là, et pas même pour démettre Gerasimov ou Shoigu. Certainement qu'il s'agissait de faire valoir leurs revendications de vive voix. D'après ce que certains ont dit, mais j'avoue que je n'ai pas vérifié ça, au départ, Prigojine aurait souhaité voir Gerasimov et Shoigu à Rostov. Raison pour laquelle ils s'y sont rendus, et sont rendus au ce qu'ils pensaient être le poste de commandement de l'opération spéciale. Et apparemment, Gerasimov et Shoigu n'y étaient plus à Rostov, raison pour laquelle ils ont décidé d'aller à Moscou. Mais l'idée, c'était pas de les remplacer, de les arrêter ou de les éliminer. Le but, c'était simplement de leur faire valoir les revendications d'un chef d'entreprise, même des employés d'une entreprise, face au grand patron, si vous voulez. C'est à peu près ça le modèle. Mais évidemment, et c'est devenu, le problème est différent. Oui, et c'est devenu chez nous. Ça y est, Poutine est réfugié à Saint-Pétersbourg. Voilà. C'est la fin. Et on entend des gens dire c'est la fin. Poutine n'en a plus que pour quelques heures. Faut peut-être un tout petit peu réfléchir. À aucun moment, d'après les informations que j'ai, à aucun moment, il y a eu même des tentatives d'évacuer Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Il n'y a pas eu même d'ailleurs à Rostov, les autorités militaires ou les militaires qui étaient stationnés à Rostov ont reçu la mission de ne pas s'opposer militairement par la force aux troupes de Wagner. Donc, on n'est pas du tout dans un modèle de confrontation tel qu'on l'a présenté ici en Europe, avec l'idée de coup d'État. Enfin, on était au putsch des colonels en Grèce, etc. Non, c'est pas du tout ça. On est vraiment dans une situation de revendication. Et même, d'ailleurs, vous avez évoqué en introduction de notre émission, le fait que la CIA aurait su, etc. Les indications que j'ai montrent que les services de renseignement occidentaux, américains notamment, et ukrainiens, n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Ils avaient sans doute, parce qu'il y avait eu ces vociférations, on a dit à plusieurs reprises, au mois de mai déjà, on avait dit Prigojine pourrait essayer de, etc. C'est quelqu'un qui est très excessif dans son expression. Mais alors certainement qu'il y avait des gens qui ont fait des projections de ce type-là, mais personne ne savait que Prigojine avait prévu d'aller à Rostov et puis à Moscou. Et on a très bien vu d'ailleurs sur le terrain, parce que c'est comme ça qu'on pourrait voir, s'il y avait eu une prévision, on aurait dû en voir des conséquences éventuellement sur le déroulé des opérations du côté ukrainien. Or, ça n'a absolument pas été le cas. Il y a eu une tentative, mais qui a été stoppée. Merci beaucoup, merci pour vraiment vos éclaircissements, merci à Jacques Beau et merci à Xavier Moreau. On continuera de vous interroger, de vous consulter là-dessus, mais voyez, c'était plutôt une affaire infrarusse d'entreprise qu'un coup d'État qui allait tout transformer. À très vite.